Hello tout le monde, j'innove un peu aujourd'hui puisque je vous propose un bilan culture. Je vous le dis tout de go, j'ai piqué l'idée à Jeanne Lyra qui a une chaîne YouTube et sur cette chaîne YouTube, elle fait entre autres ce qu'elle appelle des bilans culture. Je suis complètement fan de ses vidéos. En fait, Jeanne, elle fait des études de cinéma, de théâtre, en tout cas de mise en scène. Elle fait même elle-même des courts-métrages. Et donc elle a une façon de raconter et de parler de cinéma, de parler de films, de parler de théâtre, de parler de mise en scène qui est absolument passionnante. Je vous mets évidemment sa chaîne dans la barre d'infos. Je vous ai déjà parlé, il me semble, sur Instagram, voilà, de ces vidéos bilan culture parce que j'adore les regarder. Je les regarde en général avec un petit carnet pour noter tous les films, toutes les séries, tous les livres dont elle parle et qui me donnent envie. Donc moi je ne fais pas d'études sur le sujet. Ce sera certainement bien moins intéressant, je le sais d'avance, je vous le dis, désolée. Mais cela dit, je pense que c'est quand même toujours intéressant d'entendre le point de vue de quelqu'un sur des livres, des films, des séries qu'elle a vues, qu'il ou elle a vues, parce qu'en fait, il existe tellement de choses à voir, à lire et à entendre sur cette planète que vous le savez certainement, si vous êtes un peu angoissé comme moi, vous le savez même au fond des tripes, vous n'aurez jamais de toute une vie pour lire, voir et entendre tout ce que vous avez envie de lire, voir et entendre. Il n'y a pas assez de temps. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu l'impulsion de quelqu'un d'autre qui vous dit « ça vraiment je l'ai vu », c'est vraiment top. Donc en général, je repère parmi mes amis ou parmi les influenceurs que je suis qui va avoir la même sensibilité, va aimer à peu près les mêmes choses que moi. Et puis j'écoute les conseils, le bouche à oreille, selon moi, pour la culture, il n'y a rien de mieux parce qu'encore une fois, il existe tellement de belles choses qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Bon, je commence avec quoi? J'ai des livres, des films et des séries. Vous n'êtes pas là pour me répondre. Non, mais par contre, on va commencer, allez, par les séries. Ces derniers mois, on a regardé 4 séries. Je vais commencer par la première, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, c'est Detectorist. Pour moi, c'est peut-être la meilleure série de tous les temps. C'est une série britannique qui est réalisée par Mackenzie Crook, qui joue un des personnages principaux, Andy. Ils forment une paire en fait, Andy et Lance. C'est un petit peu deux ratés, deux parias de la société et qui ont une vraie passion pour le detectoring de métaux. Vous savez, ces gens qui se promènent dans la nature avec leur détecteur de métaux. Alors, je rassure les archéologues dans la salle, j'ai toujours des messages à chaque fois que je parle de cette série, tout est fait dans la légalité, c'est d'ailleurs une part de la série, ils font pas ça dans la nature, sauvage, etc. Il y a énormément de respect pour le métier d'archéologue, on en parle d'ailleurs aussi. Voilà, on n'est pas sur des vandales qui cherchent à tout prix de l'or, etc. C'est pas du tout ça, Detectorist, c'est une série qui est pleine de respect dans tous les sens du terme, qui est d'une beauté, je trouve, exceptionnelle, d'une part par ces deux personnages qui sont pour moi d'une simplicité époustouflante. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais pourtant c'est vraiment ça. Il y a une simplicité qui se dégage de cette série qui est d'une beauté extraordinaire. Les relations sont très belles aussi entre Andy et Lance, entre Andy et sa femme. C'est des relations qui sont très belles. On est sur des gens qui cherchent avant tout le bonheur, et le bonheur, ils vont le trouver dans la simplicité. Et même, je vais essayer de me la jouer un peu Jeanne, je trouve aussi que l'émotion se révèle aussi par les plans qui sont faits. Je pense là par exemple à la saison 2, parce que c'est la saison 2 qu'on a regardé ces dernières semaines, on a attendu, il y a que 2 saisons, on a attendu, je sais pas, qu'on a laissé passer plusieurs mois, je crois, entre la saison 1 et la saison 2, parce qu'on n'avait pas envie de terminer. Le dernier plan de la série, ça bouleverse d'émotions et uniquement du coup par le choix du plan. C'est une série qui est britannique et donc qui est très drôle aussi, il y a beaucoup d'humour anglais, bref, franchement, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce bilan culture, c'est vraiment Detectorist. C'est une série qui est sur Arte, je ne sais pas si elle est encore disponible, j'espère que vous pourrez la retrouver quelque part si c'est pas le cas. Bon, il faut quand même que je me grouille un peu parce que si je fais 5 minutes sur chaque thème, on ne va pas s'en sortir. J'enchaîne sur une série avec une beaucoup plus grosse production que vous connaissez peut-être, je me demande si ce n'est pas une série Netflix, c'est Sex Education, on a regardé la saison 3, qui est la dernière saison tournée. C'est une série britannique aussi, ça se passe dans un lycée, la thématique principale, vous l'aurez compris, c'est le sexe, mais vraiment sous tous les angles possibles. Le panel d'acteurs est extraordinaire, il n'y en a pas un qui dénote, ils incarnent tous leurs personnages
tellement bien, franchement je pense à certains personnages encore des semaines après la série. Ce qu'il y a à dire avant tout sur cette série, c'est qu'elle déconstruit tellement de sujets, ça fait du bien. C'est une série que tous les ados devraient voir, je pense, parce que on y apprend vraiment plein de choses sur la sexualité, et même quand on est adulte, hein, je pense qu'on a toujours des choses à apprendre là-dessus, mais au-delà de ça, ça développe énormément de sujets de société, tout ça avec beaucoup d'humour, sans prise de tête. Franchement, c'est un vrai bonbon cette série. J'enchaîne avec 2 autres séries qui sont aussi des séries Arte. La première, c'est Clan, c'est une série flamande. Donc là, pour le coup, vous ne pouvez pas la regarder en VO, sauf si vous parlez flamand, évidemment. Mais la langue flamande, parce que nous, du coup, on l'a regardée avec les sous-titres français, ça rajoute quelque chose à l'ambiance, d'entendre voilà le flamand dans l'action. C'est l'histoire de 4 sœurs qui vont s'allier pour assassiner le mari de la 5e sœur qui, vraiment, est un connard fini. En fait, le personnage est vraiment sans nuance, tout l'accable, il n'a absolument rien pour lui, c'est vraiment le personnage le plus détestable de l'histoire, ce mec. Jean-Claude. Alors on est quand même sur quelque chose de moins good vibes que les 2 premières séries dont je viens de parler, mais il y a quand même de l'humour, par la répétition, par les personnages hein, qui sont drôles malgré eux souvent. Mais bon, on est quand même sur une histoire d'assassinat. Donc voilà, c'est pas léger, je dirais, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous peser sur le moral. Il y a vraiment un fond d'humour sous-jacent, peut-être flamand. J'avoue, c'est une culture que je ne connais pas du tout. J'ai pas souvent accès aux séries ou aux films flamands, donc je sais pas si c'est quelque chose qui ressort de la façon d'être flamande. Mais voilà, on est quand même sur des images, des lumières, des plans qui sont quand même un peu lourds, mais il y a quand même un fond d'humour sous-jacent vraiment dont on peut pas se dissocier. J'ai trouvé que ça se tenait bien, mais j'ai été un petit peu déçue par la fin. En fait, les mécanismes utilisés sont un petit peu ceux des séries policières, c'est-à-dire que vous allez avoir ceux qui enquêtent, ceux qui essayent de commettre le meurtre, et puis à un moment donné, à la fin, ça va se rencontrer. Donc vous, en tant que spectateur, vous êtes amené à faire des conjectures, et David et moi, je crois qu'on était arrivés à des meilleures fins, à des choses plus intéressantes que ce qui s'est vraiment passé, et on trouvait même finalement qu'il y avait un petit décalage entre les personnages et la conclusion finale. Une sorte d'invraisemblance en fait, quelque chose auquel on avait du mal à croire alors qu'on avait suivi ces personnages pendant tous ces épisodes. Si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment de la fin. Toujours une série Arte, une série française cette fois, c'est Mytho. C'est l'histoire d'Elvira qui a sa petite vie avec son mari, ses 3 enfants et qui se rend compte en fait que avec le temps, c'est devenu un petit peu la bobonne de la famille, qu'elle devient totalement transparente, que plus personne ne fait attention à elle, voire que son mari commence à aller voir ailleurs. Et finalement, qu'elle a beau dépenser toute cette énergie pour eux, on ne lui rend rien et on ne lui dit même pas merci. Donc le contexte faisant, elle se laisse envelopper par un mensonge. Un gros mensonge qui va faire que toute la famille va être un petit peu bousculée et ça va même aller taper au-delà, ça va avoir des répercussions bien plus loin. Et en fait, elle se fait un petit peu manger par lui, par le mensonge, elle arrive pas à expliquer qu'en fait elle était en train de mentir. Donc ça va trop loin. Cette série, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai justement regardée grâce à Jeanne, parce qu'elle en avait parlé dans une vidéo bilan culture, ça m'avait donné vraiment envie, et j'ai eu raison de l'écouter. On s'attache vraiment à tous les personnages, et notamment à la pauvre Elvira. Il faut savoir en fait que si on s'attache à tous les personnages, c'est parce que ils sont tous névrosés. Il y en a pas un seul qui semble parfaitement équilibré. Ils sont tous un petit peu dans leur monde, et en fait c'est là aussi où c'est intéressant de voir comment chaque personne, individuellement, avec ses croyances, son histoire, ses blessures, arrive à fonctionner ensemble, à faire des noyaux, à faire des familles, par exemple, à vivre en famille, et puis ensuite à vivre en société, alors qu'on est tous blessés, alors qu'on est tous névrosés. C'est vraiment intéressant à observer. On va de rebondissement en rebondissement, d'épisode en épisode, on se retrouve projetés comme des balles de tennis sur les murs, franchement, ça n'en finit pas, et on se demande, mais où est-ce qu'on nous emmène? C'est pas possible, où est-ce que ça va finir cette histoire? Ça paraît complètement invraisemblable et pourtant on y croit à fond, on marche à fond. Donc voilà, Mytho, vraiment très chouette série, française encore une fois, c'est important de le souligner je pense. Il y a donc 2 saisons qui existent et j'ai vu qu'ils étaient en train de tourner la 3e et vivement. Ça a été la première chose que je suis allée regarder dès que ça s'est terminé, c'est mais ils vont pas nous laisser là, il faut bien une suite. Et oui, rassurez-vous,
Elle est en tournage. Allez, rapidement, un petit bilan des 4 derniers bouquins que j'ai lus. Ce ne sont pas des romans. En général, je fonctionne par phases. Il y a les phases romans et puis les phases bouquins sur des sujets pratiques pour me permettre d'apprendre des trucs. Là, ça y est, je crois que j'ai terminé ma phase travaux pratiques. Je repasse au roman, ça me manque trop. 2 bouquins sur la permaculture que j'ai lus pendant les vacances de Noël. Celui de Julie Bernier dont je vous parlais dans ma vidéo cadeau de Noël, idée de cadeau de Noël justement, et Penser son projet en permaculture des éditions Ulmer par Sacha Guérand. Alors autant le livre de Julie, je l'ai énormément aimé. En fait, il a un fonctionnement intéressant, c'est que chaque double page est un sujet. Donc si on a un jour par exemple une question, on peut se reporter à cette double page et on va trouver tout un tas de réponses. C'est vraiment intéressant pour dégrossir le sujet de la permaculture, ça aborde vraiment tout un tas de sujets, c'est assez complet. Après, évidemment, pour chaque sujet, il est possible d'aller, bien sûr, d'aller creuser, d'aller chercher un peu plus de détails. Mais en tout cas, je pense que ça donne vraiment une bonne idée de l'étendue de ce qu'est la permaculture. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette vision d'ensemble avant d'aller creuser. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime penser. Et donc voilà, si vous voulez un sujet d'introduction à la permaculture, je pense que c'est un excellent bouquin. En revanche, celui-ci, je suis vraiment plus mitigée. Je l'avais acheté vraiment pour ce que ça dit, c'est-à-dire penser son projet en permaculture. Si vous connaissez un petit peu la permaculture, vous savez que quand on va investir un lieu, et nous c'est ce qu'on aimerait faire avec notre terrain, notre future maison au Portugal, on essaye de l'inscrire dans son territoire, on essaye surtout de faire en fonction de l'environnement, donc de l'environnement dans lequel on arrive. Ça s'appelle le design. On va penser son terrain de façon à ce qu'il soit le plus intelligent possible avec l'environnement dans lequel on est. Il répond exactement à cette question-là, c'est-à-dire que Sacha Guérand, c'est son métier d'être conseiller aux particuliers et aux entreprises pour vraiment trouver le meilleur design pour eux et leur terrain. Et donc il a écrit ce bouquin pour donner sa méthode, pour ne pas se tromper, et on se trompe toujours, mais en tout cas, mettre toutes les chances de son côté pour trouver le meilleur design. Je trouve que le ton de l'auteur est un petit peu condescendant, ça m'a gênée. Ça plus le fait qu'il écrit comme il parle, donc c'est-à-dire que bon, après, c'est évidemment pas sa compétence première, l'écriture, hein. Je veux dire, il est certainement très compétent dans le design et dans l'accompagnement, et etc. Du coup, ça rendait le truc pas fluide, parce que ça manquait d'une certaine structure, et, j'en rajoute, l'édition n'aidait pas du tout, quoi. On a l'impression d'avoir vous savez, un fichier Word qu'on rend, mais sans travail du design. Donc ça, bon, c'est le travail de l'éditeur, hein. Mais du coup, déjà le fond, la pensée manque un petit peu de structure, je trouve que c'est un peu trop dilué. J'aurais peut-être souhaité une façon plus didactique d'exposer les choses, comme on parle là d'une méthode à suivre. Je trouvais qu'il y avait énormément de paragraphes pour raconter des choses qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Donc voilà, je crois que j'ai été un petit peu gênée sur le fond, le ton de l'auteur, il y a plein de choses qui m'ont gênée. En fait, je m'attendais d'ailleurs pas à être gênée par ce genre de détails pour un livre pratique finalement. Mais sinon, sur le fin fond de l'idée, sur le substrat, on va dire, je pense que c'est chouette. On voit que c'est quelqu'un qui a l'expérience du terrain, qui sait repérer les principaux soucis auxquels on va pouvoir se heurter. Je pense que la méthode est intéressante, mais voilà, mériterait... alors là, c'est peut-être l'éditeur qui a mal fait son travail, mériterait un meilleur travail d'édition, c'est-à-dire prendre le substrat et en faire quelque chose de plus digeste, de plus lisible, de plus intégrable quoi aussi. Voilà, on peut pas toujours être content, hein. J'ai aussi lu Pétrole, le déclin est proche de Mathieu Ozano, qui est, c'est écrit au dos, un des meilleurs spécialistes français du pétrole et qui a notamment écrit Or Noir, accompagné à l'écriture par Hortense Chauvin, qui est journaliste chez Reporter, le média Reporter. Alors j'ai trouvé toute la première partie sur le pétrole très intéressante. On apprend vraiment à comprendre ce qu'est le pétrole, quels sont les enjeux derrière cette ressource fossile, comment comprendre les chiffres que les médias nous donnent, vraiment comprendre en fait comment on extrait le pétrole, où on extrait le pétrole, qui extrait le pétrole, enfin bref, comprendre en fait un petit peu mieux l'écosystème autour de cette ressource qui est, vous n'êtes pas sans le savoir et je le répète souvent,
ultra précieuse, c'est la ressource sur laquelle on a fondé nos sociétés occidentales. Donc c'est pas mal, je trouve, de comprendre les enjeux qu'il y a autour de tout ça. J'ai trouvé la deuxième partie un petit peu plus complexe. Si vous n'avez pas de notion de macroéconomie, il va falloir s'accrocher. Cette vision macroéconomique, elle est pas évidente à saisir et pour moi, il manquait les bases. C'est-à-dire on s'adresse directement à des personnes qui sont capables de comprendre et ou de faire leurs recherches à côté pour mieux comprendre et décrypter le propos. Mais cela dit, vraiment, si vous vous intéressez au problème du pétrole, puisqu'on peut parler là de problème, hein, on va bientôt en manquer, les gars, je vous le conseille. Et quatrième bouquin, Les émotions du dérèglement climatique, écrit par le professeur Antoine Pellissolo et le docteur Célie Massini. Antoine Pellissolo, il est psychiatre et psychothérapeute, et Célie, elle est interne en psychiatrie, et elle est aussi l'autrice du compte Instagram Miss Blemish, que moi je suivais là-dessus, et c'est pour ça que j'ai fini par me retrouver avec ce livre entre les mains. Donc là, on parle du dérèglement climatique avec le point de vue de 2 psychiatres. Je trouve que déjà, de base, c'est assez intéressant. On nous fait au début toute une liste des impacts émotionnels, psychiques plutôt, que vont représenter les conséquences du dérèglement climatique sur les populations. On parle beaucoup des conséquences qu'il va y avoir sur la faune, la flore, etc. Mais c'est vrai qu'on parle peu, finalement, des conséquences psychiatriques que ça peut engendrer. On parle beaucoup de l'éco-anxiété, c'est d'ailleurs toute la deuxième partie du bouquin, mais ça peut engendrer tout un tas d'autres troubles. Et c'est vrai que c'est intéressant voilà, de le voir listé là et décrit. Toute la deuxième partie est donc davantage axée sur l'éco-anxiété, et c'est vrai que je vous le recommande si vous souffrez d'éco-anxiété. On parle d'un livre écrit par un psychiatre et une interne en psychiatrie, donc vraiment des gens qui maîtrisent le sujet et qui vont donner des pistes pour travailler sur l'éco-anxiété et faire en sorte de la diminuer et d'essayer de faire avec finalement. Il y a aussi un chapitre moi qui m'a particulièrement intéressée, c'est sur les freins psychologiques à la prise de conscience. Ils vont décrire les protections du cerveau qui font que en face de vous potentiellement, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne va pas vous écouter ou en tout cas se refuse à agir pour avoir un comportement plus raisonnable d'un point de vue de l'environnement, parce que son cerveau va faire des protections. Et donc, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est un psychiatre et une interne en psychiatrie qui écrivent, donc on parle vraiment là de science, de propos avérés, on parle pas de... Enfin, c'est pas des idées en l'air. Le cerveau émet vraiment des protections. Le déni en fait partie, la dissonance cognitive, voilà, c'est 2 choses dont on parle souvent, mais il y a d'autres mécanismes qui font que on peut vouloir se protéger d'une idée et ne pas vouloir changer parce que ça demande trop d'efforts, etc. C'est pas un comportement conscient, en fait, c'est vraiment des blocages psychiques. Voilà, donc un bouquin intéressant si vous avez envie d'explorer le côté émotionnel et psychique de ce qui nous arrive, hein, du dérèglement climatique. J'ai un épisode de podcast en particulier à vous conseiller. Il s'agit d'un épisode du podcast Bliss avec Chantal Birman. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous l'écoutiez. Je pense que c'est vraiment un épisode qu'il faut entendre. Chantal Birman, elle a été sage-femme toute sa vie. Elle vient de prendre sa retraite très récemment, mais... Elle a plus de 70 ans. C'est une sage-femme militante féministe. Elle s'est battue toute sa vie pour notamment le droit à l'avortement. Et à une époque, quand elle était toute jeune, où c'était vraiment à ses balbutiements. C'était avant mai 68, elle a connu mai 68, enfin, c'est passionnant. Elle parle de sa vie, elle parle de tout ce qu'elle a vu, et c'est une femme qui a énormément de force, qui ne peut qu'inspirer l'admiration, je pense. Il y a plein de phrases qu'elle a dites qui ont fait jaillir les larmes de mes yeux, tellement c'était plein de force et plein de profondeur en fait. On sent, forcément, hein, je pense que quand on a 70 ans, on a beaucoup plus de sagesse que quand on en a 30, c'est évident. Mais de l'entendre avec toute son énergie, toute sa vie qui a été tellement riche, voilà, c'est passionnant, c'est très émouvant. Donc je vous mets l'épisode en barre d'infos. Allez, je suis rapide sur la fin. 3 films, dont 2 films documentaires pour finir. Je commence par le film, c'est King Richard. Là, c'est une production hollywoodienne avec notamment Will Smith en personnage principal. Will Smith, il joue le rôle de Richard Williams, qui est le père de Venus et Serena Williams. C'est donc basé sur l'histoire de ces 2 immenses joueuses de tennis et sur l'histoire de leur père, qui a mis tout en œuvre en fait pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Il avait un plan avec un grand P pour que Venus et Serena deviennent les meilleures joueuses de tennis du monde.
Eh ben écoutez, la visualisation, visiblement, ça fonctionne parce qu'elles le sont devenues. On est sur du 100% good vibes, surtout qu'on connaît en fait la fin, puisqu'on connaît Vénus et Serena. On sait ce qu'elles sont devenues, donc en fait on les voit au départ, ils vivaient dans les bas quartiers noirs américains, vraiment relégués, avec tout ce qui va avec, la délinquance, etc. Très peu d'argent évidemment, et ce père qui fait jouer ses filles encore et qui y va au culot pour les présenter à des entraîneurs qui pourraient les faire jouer internationalement. C'est une très belle histoire, c'est un beau conte même, on pourrait dire. C'est galvanisant en fait, on sort de là, on est juste heureux, on est content. Ce genre de film, ça fait du bien parfois. Ça, c'est toujours les productions américaines. On a moins ça en Europe, mais voilà, les productions américaines, elles savent créer ce sentiment de juste on est bien à la fin du film parce que les gentils sont arrivés là où ils voulaient arriver. Il y a eu des difficultés, c'était dur, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils y sont arrivés, voilà. Enfin vraiment les valeurs du cinéma américain sont là. Mais franchement ça fait du bien de voir Will Smith aussi. Les actrices qui jouent Serena et Vénus sont géniales et elles leur ressemblent, c'est incroyable. Je passe sur les 2 films reportages. Le premier ça s'appelle Makala, il est encore disponible sur Arte. Je vous mets le lien si vous voulez. Sur Arte Replay, c'est ce qu'ils appellent les documentaires d'auteurs, je crois, ou les reportages d'auteurs. Ce sont des reportages dont l'image, les plans sont travaillés. Et dans le cas de Makala, ouais, on est sur un véritable film en fait. Makala, ça veut dire charbon en swahili. On suit le travail d'un père de famille dont je crois qu'on n'entend jamais le prénom. Je ne suis pas sûre qu'on ait son prénom. Il est père de famille, et donc il a 2 enfants et une femme, il a très peu d'argent, et on le suit donc au départ couper un immense arbre qui doit certainement avoir plusieurs centaines d'années. On est vraiment sur un arbre avec un tronc d'un diamètre immense. Il le coupe pendant des minutes et des minutes entières, puis ensuite il va faire brûler ce bois pour le transformer en charbon, et ensuite pendant des jours et des jours de marche, sur 50 km, il va pousser une bicyclette qui s'est fabriquée avec ces kilos et ces kilos et ces kilos de charbon, qui va aller vendre sur le marché d'une ville, donc à 50 km de son village. Ça, c'est l'histoire de Makala. Il ne se passe rien d'autre. Pendant 1h30, il n'y a pas de voix off, donc on est vraiment au cœur de l'action. J'allais dire les personnages, mais non, enfin, c'est vraiment des vrais gens qui sont là. Ils regardent jamais la caméra, donc je suppose que je crois qu'ils étaient 2 journalistes à être là, il me semble un preneur de son et le caméraman. À mon avis, ils ont dû rester avec eux très longtemps pour vraiment devenir invisibles dans le paysage. Mais en fait, ils ont vraiment réussi ça, à devenir invisibles, et à ce que nous, on assiste à tout ce travail-là, de la découpe de l'arbre, du four pour obtenir le charbon, et puis transporter ce charbon en poussant cette putain de bicyclette chargée. Je peux vous assurer que quand vous avez terminé ça, vous remettez en question toute votre vie, vous prenez une grande claque avec tous vos privilèges et vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, mes problèmes, c'est quoi ?» Mais là, je vous en parle vraiment avec véhémence et avec émotion. Mais encore une fois, il n'y a pas du tout ça en fait, on est presque dans le silence de l'effort, et puis dans la tranquillité de la vie, parce que ça reste une vie simple, une vie tranquille, qui est dure, qui est éreintante, mais qui se fait sans à-coups, sans râler, sans hurler. Là en fait, je vous en parle avec véhémence, mais c'est pas du tout le trait du film qui est au contraire très tranquille, mais je peux vous dire que c'est bouleversant. Un autre film reportage qu'on a regardé avec David, c'est The Alpinist. The Alpinist, c'est des journalistes qui ont décidé de suivre Marc-André Leclerc. C'est un jeune homme de 23-24 ans qui escalade en free solo, donc c'est-à-dire sans harnais, sans corde, les plus grandes montagnes du monde. Tous ses pairs s'accordent à dire qu'en fait c'est vraiment le niveau au-dessus, quoi. Il fait des trucs que personne ne fait. Alors évidemment, à chaque fois qu'il tente une ascension, il met sa vie en danger. Non seulement il fait des ascensions qui sont d'une difficulté extraordinaire, mais en plus, lui, sa spécialité, c'est de monter des monts glacés. Donc vous avez de la glace, des choses qui sont susceptibles de fondre, de s'effondrer. Enfin, franchement, ce type est complètement fou. Je pense que
il doit lui manquer, vous savez, une petite case de peur, de attention, là c'est peut-être un peu dangereux tu risquerais de mourir. Avec David, on est un petit peu passionné par ce genre de reportages qui suivent les alpinistes, depuis moi notamment que j'ai vu le reportage Free Solo, qui suit Alex Honnold, qui pareil fait du free solo, c'est l'un des alpinistes en free solo les plus connus du monde. J'avais adoré ce reportage Free Solo, en fait on sort de là en se disant mais mon Dieu, enfin, c'est incroyable. On arrive en fait à saisir toute la jouissance et le plaisir que c'est d'être seul face à une montagne verticale et de la gravir. En fait, on arrive à saisir ce que ça représente pour eux et en même temps on mesure tout le danger que c'est. Mais du coup, ça fait ressortir la beauté de leur acte, de leur art, presque, on pourrait dire. Mais en fait, on voit notamment dans le reportage avec Alex Honnold, donc Free Solo, que avant de tenter une ascension sans corde, en fait, il fait encore et encore et encore des ascensions avec des cordes pour presque connaître par cœur l'endroit où il doit mettre ses mains, où il doit mettre ses pieds. Marc-André Leclerc, il fait pas ça. Il ne s'entraîne pas avant, il tente l'ascension d'un coup. Enfin, on est vraiment sur un autre niveau. Et d'ailleurs, Alex Honnold est dans le reportage The Alpinist et il le dit lui-même, c'est une autre dimension, quoi. Ce type est fou. Donc voilà, déjà, le personnage principal, donc qui est donc une personne réellement vivante, enfin, qui du coup est décédée en tentant une ascension, donc elle n'est plus vivante. Mais en tout cas, Marc-André Leclerc et tout ce qu'il a pu faire a bien été vivant à un moment donné, et notamment pendant ce reportage. Mais j'ai quand même moins aimé The Alpinist. J'ai trouvé que la production, la façon d'harmoniser le reportage était peut-être un peu trop fouillis. Ça se perdait un petit peu, un peu trop brouillon, quoi. J'ai trouvé ça vraiment moins galvanisant que le reportage Free Solo, vraiment que je vous conseille. Moi, j'en étais vraiment sortie de là bouleversée. Mais The Alpinist, alors que voilà, le protagoniste principal est quand même une légende, hein, il faut le dire, bah voilà, j'ai trouvé le reportage un petit peu moins engageant. Même si on a quand même accès à d'incroyables images. Hein. Incroyables images de montagne et incroyables images d'un petit individu en combinaison fluo escaladant des parois verticales glacées, rien que pour les images, ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà, c'en est tout pour mon bilan culturel. J'ai parlé pendant 1 heure, je ne sais pas comment je vais faire encore une fois pour réussir à avoir une vidéo suffisamment condensée. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo dans les commentaires, ou s'il vaut mieux que je laisse Jeanne gérer le truc. Vous pouvez aussi profiter de la barre des commentaires pour me parler d'un bouquin, d'une série, d'un reportage, d'un film qui vous a particulièrement marqué ces derniers temps. N'hésitez pas, franchement, les commentaires c'est toujours... Enfin, moi de toute façon je lis tout, mais je sais que vous aussi vous allez lire les commentaires et vous commentez entre vous et vous piochez aussi des idées, donc c'est vraiment hyper intéressant et riche ces commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.